Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver comme à chaque fois parce qu'on va passer un très bon moment, chers amis. Comme vous le savez, les vacances continuent, on continue à passer un bon moment et il y a un bon temps et puis il y a plein d'activités ici et là et on en parle dans l'Actu People, c'est la première partie de cette émission. Deuxième partie, on va parler d'un livre qui vient juste de sortir et c'est un livre dont beaucoup parlent. C'est un livre poignant, oui c'est vrai, mais aussi rempli d'espoir. C'est un livre qu'on va décortiquer aujourd'hui avec son auteur Charles Boutella. Mais ce sera après l'Actu People parce qu'on a envie de s'intéresser aussi à un peu ce qui se passe autour de nous, les activités, les œuvres artistiques qui sortent et tout ça. C'est l'actu et juste après, donc, ce sera notre invité. Ne bougez surtout pas. C'est parti avec l'Actu People de cette semaine, commençant directement aux États-Unis, à Hollywood plus précisément, où Sofia Vergara vient d'annoncer son divorce. Oui, la star de la série Modern Family et l'acteur du film Magic Mike, Joe Manganiello, se séparent après 7 ans de mariage. Toutes ces années durant, ils étaient restés en haut sur la liste des couples les plus puissants, mais aussi les plus hot de Hollywood. 3 ans après la fin de Modern Family, Sofia Vergara reste l'une des actrices les plus demandées d'Hollywood, grâce à l'incroyable succès de la série qui lui a notamment valu 4 nominations aux Golden Globes et 10 aux Screen Actor Guild Awards. Elle est devenue une véritable star du petit écran aux États-Unis et dans le monde. Depuis, l'actrice d'origine colombienne surfe sur sa notoriété entre ses activités de productrice, de mannequin, mais aussi de juré dans l'émission America's Got Talent. Malheureusement, sur le plan personnel, la vie est loin d'être aussi rose tous les jours pour la comédienne. En 1998, son frère aîné, Raphaël, est assassiné en Colombie, la poussant à faire venir le reste de sa famille aux États-Unis. Puis, en 2000, on lui diagnostique un cancer de la thyroïde qui lui est retiré chirurgicalement. Mais l'ex-compagne de Tom Cruise pouvait en tout cas compter sur le soutien de Joe Manganiello, son mari, ou maintenant ex-mari. Le comédien vu dans la série How I Met Your Mother et dans la saga Magic Mike au cinéma fait la rencontre de Sofia Vergara en juillet 2014, puis l'épouse le 22 novembre 2015. Malheureusement, leur histoire d'amour a récemment pris fin. Dans un communiqué adressé au site américain Page Six, le couple a en effet annoncé avoir entamé une procédure de divorce après 7 ans de mariage. Je cite, « Nous avons pris la difficile décision de divorcer. En tant que 2 personnes qui s'aiment et se soucient beaucoup l'un de l'autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de nos vies. » Fin de citation, déclare-t-il. Selon une source du site, le couple vivrait séparé depuis déjà un bon moment et l'absence de Joe Manganiello en Italie la semaine dernière où Sofia Vergara fêtait ses 51 ans avait déjà semé l'inquiétude sur leur histoire qui connaît malheureusement son épilogue. Et finissons avec notre recommandation de la semaine. Le film à absolument voir, Barbie. Oui, ce film est au cinéma depuis ce week-end, même ici à Kigali, on peut aller le voir. Un film avec un casting prestigieux. Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae, America Ferrera, Kate McKinnon. C'est le film dont tout le monde parle cet été qu'il faut absolument aller voir. C'est vrai que le titre Barbie, faisant référence à la célèbre poupée, ne fait pas vraiment penser à un film pour adultes. Et pourtant, il paraît que c'est une très belle histoire, une sorte de réflexion sur ce qui est devenu le quotidien du monde actuel. Et on a hâte de voir justement comment le monde est vu des yeux de Barbie. C'est notre recommandation de cette semaine. Et oui, ça c'était l'Actu People de cette semaine et comme promis, nous sommes rejoints sur le plateau par Charles Boutella. Il est de passage à Kigali, il est rwandais, oui, survivant du génocide contre les Tutsis en 1994 et aujourd'hui il vit au Canada
et il vient de sortir un livre, Témoin à nu. Oui, c'est ce nouveau livre dont on va parler dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Ce sera avec son auteur, Charles Boutella, que nous avons le plaisir et la joie d'accueillir sur le plateau. Bienvenue. Merci, Davy. Oui, je suis très content de vous avoir sur ce plateau parce que dès que j'ai entendu parler de ce livre, les gens autour de moi qui le connaissent m'ont dit « Ah ouais, ce livre !» Et donc, je me suis dit ce serait génial d'avoir l'auteur sur le plateau. Et je suis content que vous soyez ici aujourd'hui. Vous êtes de passage à Kigali, le séjour se passe bien? Très bien, parfaitement bien. Le climat est favorable. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et avant ça, vous avez quitté le Canada il y a quelque temps déjà, parce que vous avez fait un petit tour pour promouvoir votre livre en Europe. Ça s'est bien passé aussi? Tout à fait. Je suis passé à Paris, à Genève et à Bruxelles. J'ai eu des échanges avec mes compatriotes rwandais, mais en même temps avec les étrangers qui sont intéressés par notre histoire, surtout le génocide commis contre les Tutsis. Ça s'est très très bien passé. Oui, et c'est un titre interpellant, Témoin à nu. On a envie que vous nous parliez de ce livre. À quoi nous attendre? Témoin à nu, en fait, c'est mon histoire à moi. Ça veut dire que ce n'est pas une fiction, c'est étayé par des faits concrets. Je donne l'histoire du Rwanda avant le génocide. Je donne des exemples des harcèlements, des intimidations, des emprisonnements répétitifs que les anciens gouvernements dont les Tutsis étaient victimes tout le temps. Je parle des Ibgitso, la période de 90, que les gens connaissent mal ou ne connaissent pas du tout, surtout la jeunesse qui est née après 94. On a parlé moins, bien entendu, pour des raisons évidentes. Après un génocide, on peut parler d'un fait d'Ibgitso qui était par ailleurs un fait relativement simple par rapport au génocide de lui-même. Et dans mon livre, je parle également aussi de comment on vit après avoir échappé à la mort. C'est un grand défi, j'en parle dans le livre, et je termine par des réflexions personnelles. Mais en même temps, je parle également de l'échec de la fameuse communauté internationale. Parce qu'on les a vus abandonner les gens à Kichukiro, on les a vus abandonner les gens à Ndera, on a vu des images accablantes. Alors moi, j'ai été témoin direct parce que j'avais des voisins immédiats de casque bleu qui m'ont abandonné. Alors je parle en détail de la lâcheté de ces gens qui étaient censés nous aider, nous protéger et qui ont été les premiers à partir sans nous. Oui, et je pense que vous êtes auteur, maintenant écrivain, oui. Vous avez aussi fait des études en sociologie. Est-ce que ça a été un outil pour vous pour arriver à pouvoir bien écrire ce livre et à pouvoir écrire votre témoignage? Vous avez vraiment raison, parce que à un moment donné, j'ai eu recours à mes connaissances sociologiques pour essayer de faire le lien entre le génocide et ce que nous sommes. Je n'ai pas fait une étude approfondie là-dessus, mais des connaissances superficielles m'ont aidé à comprendre certaines situations et à expliquer pour que le lecteur sache ou comprenne mieux. Je donne un exemple. Quand j'étais emprisonné dans les Ibgitso, j'ai fait une petite analyse. Quand nous sommes emprisonnés, nous tous, comme victimes, comment on réagit? Alors, il y avait des gens qui réagissaient différemment selon le tempérament, selon la personnalité de quelqu'un. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre certaines situations. Oui, absolument. Et alors, le livre, il est là aujourd'hui. Mais avant qu'il soit là, c'était d'abord une idée, je me dis. Et qu'est-ce qui a fait que vous partiez de cette idée? Parce que je discute souvent avec des personnes qui, parfois, par exemple, j'ai un oncle, on lui dit vous êtes une source d'informations impossible, vous avez une expérience de vie extraordinaire. Et il a ce livre comme idée, mais il n'arrive jamais à pouvoir l'écrire. Pour vous, qu'est-ce qui a été le point de départ, la motivation pour pouvoir prendre la plume? Je dois dire que juste après le génocide, l'idée
était déjà en tête. Oh. Parce que ce que nous avons vécu comme survivants, c'est vraiment innommable. Alors moi, je me suis dit, il faut absolument que le monde sache ce que nous avons vu, ce que les Tutsis du Rwanda ont vu en 1994. Oui. Il ne fallait pas que ça reste, ou que ça soit inhibé par les émotions, ou que ça soit classé dans les tiroirs quelque part. Pour moi, il fallait absolument que ça sorte. J'ai commencé déjà à la première heure. Malheureusement, il y avait des difficultés, des difficultés d'ordre psychologique, parce que reproduire une histoire comme celle-ci, pleine d'émotions, ce n'est pas toujours évident. Ouais. Le grand défi que j'ai rencontré, c'est quand tu commences à écrire, tu prends le stylo, le papier est là, mais au moment de commencer, au lieu d'accoucher les lettres, tu vois l'image qui défile dans la tête. Tu vois les vidéos, les gens qui courent derrière toi. La scène est plutôt traduite en image plutôt qu'en écrit. C'est vrai. Alors, tu restes bloqué pendant 40, 50, 60 minutes. Tu déposes le stylo déjà fatigué, physiquement et émotionnellement. C'est vrai. Ouais, c'est exactement le défi que les survivants rencontrent. Je comprends parfaitement les survivants qui n'arrivent pas à coucher déjà ce qu'ils ont vécu. C'est la grande difficulté que nous rencontrons déjà. Alors, ça prend des années pour marier les deux, la vidéo, l'image et l'écrit. C'est vrai. Ouais, c'est ça, en fait, le grand défi. Mais l'idée était là depuis le départ. J'avais même des écrits que j'ai envoyés aux génocidaires qui ont liquidé ma famille, notamment les sœurs de Sovou qui se cachaient en Belgique. J'ai commencé déjà à rédiger. En 1994, déjà, j'ai commencé à rédiger les lettres. Pour ma thérapie, pour me défouler, j'envoyais des fax. À chaque fois que je piquais une crise, j'envoyais le fax. Et j'ai gardé ces fax jusqu'à aujourd'hui, je les ai encore. Par contre, il y a d'autres que j'écrivais et puis je déchirais sous les effets d'émotion et de colère. Mais je me suis dit par après qu'il fallait absolument garder quelque chose. Et de fil en aiguille, j'ai gardé les petits morceaux que j'avais mis, je les ai mis ensemble pour faire le produit qui est là aujourd'hui. Waouh! C'est pas juste un livre qui a été écrit, c'est un livre qui a été vécu et qui a été pendant longtemps en préparation jusqu'à ce qu'aujourd'hui on l'ait. Donc c'est le livre de Charles Boutela, Témoin à nu, un livre donc que aujourd'hui nous découvrons et on a envie de savoir comment est-ce qu'on peut s'en procurer actuellement. Le livre vient à peine de sortir. Il y a des négociations qui se font déjà entre la maison d'édition qui est l'Harmattan et les librairies rwandaises Ikirezi et Caritas, que moi personnellement j'ai visité hier et avant-hier. Et les contacts vont très bien et j'espère très bien que sous peu on aura déjà des copies chez Caritas et Ikirezi. Oui. Mais en même temps, en attendant, les gens qui ont accès à Amazon, ils peuvent se l'accéder facilement. Oui. Ouais. Très bien, oui. Parce que voilà, Amazon, on le sait, c'est facile à commander sur Internet. On le fait souvent pour plein de choses. Et donc, pour ce livre aussi, on peut l'avoir. Mais je me dis que d'ici la diffusion de cette émission, il sera déjà donc, disponible à ces bibliothèques. Et alors, c'était une sorte de thérapie pour vous, pour écrire, comme vous l'avez dit. Et puis, c'est multimédia en quelque sorte pour vous quand vous écrivez, parce que c'est les mots que vous êtes en train d'écrire, mais c'est aussi les images que vous revivez parce que vous l'avez vu. Et pendant tout ce processus, quelle a été cette chose que vous avez appris sur vous? Vous vous dites à la fin de l'écriture, vous vous dites « Ah, ok, en plus de parler de mon histoire, il y a quelque chose de plus peut-être que j'ai appris sur moi-même. » C'est une excellente question. Quand tu racontes ton histoire, des fois on le fait d'une manière superficielle. Mais quand tu écris ton histoire, tu y vas plus profondément. Donc c'est une force d'introspection de toi-même, un examen de conscience de toi-même face aux événements que tu as vécus. Alors, ça m'a permis d'entrer dans le fond de moi-même déjà. Je connaissais les événements qui m'ont affecté, mais je ne savais pas à quel point ça m'a affecté. Jusqu'au point où je commençais à écrire, c'est là que je suis allé en profondeur. Juste une petite histoire, c'est que mes enfants, des fois, me demandent « Mais papa, avec tout ce que tu as vécu,
comment tu arrives à travailler, à marcher, à raisonner, à être l'homme que tu es aujourd'hui. C'est là que j'ai compris le fond de la question. Parce que je me dis, après tous ces événements qu'on a vécus, dégradants, déshumanisation, quand on tient debout aujourd'hui, la leçon que j'ai tirée dedans, c'est la résilience. Donc, on a été par terre à un moment donné, mais il fallait se relever. C'est vrai. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je demande aux survivants de faire, de se lever. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Il y a des facteurs externes à nous. Si ça relevait de notre volonté, ça serait facile. Mais il y a des éléments dont nous n'avons pas le contrôle, qui dépendent de notre résilience. Mais il le faut pour marcher, pour se lever. On peut tomber dans la vie, mais le comble, ce serait de rester par terre. Il faut se relever. Et c'est la leçon que je veux que les Rwandais tirent de ce livre, qui est un livre que j'appelle un outil pédagogique, un outil de l'histoire de notre pays. Nous avons traversé une période sombre, plus sombre de notre histoire. Et je veux que les jeunes apprennent. Je m'adresse surtout aux jeunes. Parce que le Rwanda que nous vivons aujourd'hui, c'était le Rwanda qui a été profondément transformé dans son âme et dans son corps. Et il y a des gens qui se sont investis pour que le Rwanda devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens prennent pour acquis que le Rwanda que nous vivons aujourd'hui, il a été comme ça depuis les années antérieures. Je montre clairement comment les Tutsis ont été malmenés, des citoyens de seconde zone à l'intérieur de pays, le Rwanda. Alors, il faut que les gens, les jeunes surtout, prennent conscience de ça, pour que l'histoire ne se répète pas. C'est vrai. Et excusez-moi. Et c'est tellement important d'avoir ce genre de livre, ce genre de témoignage, et surtout ce genre de rappel à chaque fois. Et comme vous le dites aussi pour la jeune génération, parce que parfois ça devient loin. Parfois, ça peut devenir presque un fait d'histoire. Ça peut devenir quelque chose dont on entend parler. Mais lorsqu'on lit le récit d'une personne et qu'on voit cette personne en train d'en parler et qu'on se dit, OK, cette personne était vivante pendant telle période, elle est toujours là pendant une période où c'est devenu complètement différent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas qu'on oublie et qu'on se retrouve dans des situations compliquées. Et pour ça, si on avait notre public, on serait en train d'applaudir. Je sais qu'à la maison aussi, on est en train d'applaudir pour vous qui partagez votre histoire et pour tous ceux qui le font aussi de différentes manières et surtout à travers des livres comme celui-ci, donc Témoins à nu. C'est le livre de Charles Butera et comme vous l'avez entendu, pour l'instant vous pouvez le retrouver sur Amazon. Bientôt il sera à Kigali dans différentes librairies, donc si vous le voyez, il faudra absolument vous en procurer pour pouvoir en savoir un peu plus sur l'histoire de Charles Butera, mais aussi au-delà comprendre un peu plus le contexte donc, du Rwanda. Un peu avant, durant et même après le génocide contre les Tutsis. Et j'ai beaucoup aimé le mot résilience que vous avez utilisé. Voilà. Alors, c'est l'émission de Miroir. Comme vous le savez, à chaque fois, nous avons un invité. Nous parlons de son travail. Et souvent, c'est du travail assez important, impressionnant, inspirant pour nous en tout cas. Et on aime aussi prendre le temps de souffler un peu avec des petits jeux. Et là, ce sera un défi. Un défi pas très difficile, mais peut-être qu'il peut l'être. On va avoir une conversation, vous et moi. Et on va éviter de dire oui ou non pendant 60 secondes. C'est pas difficile, mais il y a très peu de personnes qui sont arrivées à tenir 60 secondes. Donc, bonne chance. Vous acceptez le défi? Absolument, je me lance. Super. Alors, on nous donne le countdown de 60 secondes et puis on commence tout de suite notre défi. Alors, Charles, quand vous êtes au Canada, est-ce que vous pratiquez du sport? Un peu de sport? Je fais du football. Du football? Oh! Et il y a une équipe dans laquelle vous êtes ou c'est juste... Nous avons une équipe de la communauté rwandaise dans la ville où j'habite. Wow! Et c'est quelle ville? Hamilton, en Ontario. Il y a beaucoup de Rwandais? Il y en a.
D'accord. Et quand vous vous retrouvez, à chaque fois, vous faites deux équipes dans la même communauté ou alors vous prenez la communauté du Rwanda et puis vous trouvez une autre communauté à affronter au foot? Vous avez une équipe de la communauté Oui. qui souvent affronte d'autres équipes, soit africaines ou non africaines. Oui. Pas de compétition, surtout en été, pour en profiter, surtout de l'extérieur, avec du barbecue. Oh. Puis on s'amuse bien pendant l'été. C'est vrai. Et soleil. Et est-ce que vous avez le temps de... Je sais pas, vous avez le temps de... Au-delà de... Oh, les 60 secondes, c'est fini. Bravo. J'ai réussi? Oui. Oh. Okay. Bravo, bravo. J'étais perdu dans le match et le barbecue et tout ça. J'étais déjà assis là-bas avec vous. Oui. Okay. Oh mon Dieu, c'est un défi très, très bien relevé. Il y a très peu de gens qui réussissent ce défi, donc bravo. Merci. Bravo, bravo. Merci. Oui. Ça, c'est bien que vous vous retrouviez en communauté et tout ça avec des activités sportives. Et... Ah oui, ça, c'est très, très beau. Ouais. Alors, c'est l'émission de Miroir et comme vous le savez, on aime bien aussi avoir le tic-tac. C'est des questions rapides qui n'ont pas nécessairement à voir avec le travail de notre invité, mais plutôt avec sa vie pour que nous puissions découvrir aussi son côté humain. Oui. Et alors, première question, quelle est votre activité favorite lorsque vous n'avez pas à travailler? Comme je l'ai dit tantôt, moi, c'est le football. C'est vrai? Depuis que je suis très jeune, je l'adore. Oui. Et je le pratique jusqu'aujourd'hui, malgré mon âge. Et puis, quand je ne le pratique pas, j'aime bien le voir regarder à la télévision. C'est vrai. OK. Vous avez une équipe favorite au Rwanda? Au Rwanda, dans le temps, c'était Kiyovu. J'essaie de le garder encore, même si les performances ne sont pas fameuses. Oui, malheureusement. Mais je continue à l'aimer. On reste à fond derrière Kiyovu. Ouais. D'accord. Oui. Et est-ce que vous avez un endroit favori au Rwanda? La forêt de Nyungwe. Oui. Je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai. Ouais. Vous avez fait le grand, le 7 heures? Oui, oui, j'ai fait ça. Ah. J'ai découvert il y a 2 ans et puis j'ai beaucoup aimé ça. Oui, c'est très intéressant. Moi, j'avais peur parce que je ne fais pas beaucoup de hiking, mais quand je suis allé, c'était très intéressant. Tu ne te rends pas compte que les heures ont passé. Tout à fait. C'est fatigant, mais pas trop. Donc, c'était bien. Ouais. Oui. Et on salue tous les guides de Nyungwe, toute l'équipe là-bas. Salut et merci pour le bon accueil à chaque fois qu'on passe par là. Et alors, est-ce que vous êtes plus série, film ou documentaire? Moi, je suis documentaire. Documentaire. Ouais. Est-ce qu'il y a un documentaire qui vous a marqué, que vous aimeriez nous recommander ou c'est pas... Depuis que j'ai survécu au génocide, malheureusement, mon penchant va du côté de ce que le monde n'aime pas tellement, ce qui est le génocide. Ouais. J'aime bien entrer dedans et découvrir, surtout savoir ce que les autres pensent de ce génocide. Surtout dans le sens européen, qui ont pris des images et comment les exploitent. Exactement. Ouais. Ouais. Et c'est de là où j'essaie de voir. Et là, c'est mon livre que je considère comme déjà un outil contre le négationnisme. Oui. Et je vois les gens qui ont tendance à transformer notre histoire. Ce génocide, l'utiliser à leur fin. Et les documentaires qui sont liés à l'histoire du Rwanda, surtout au génocide, m'interpellent beaucoup pour savoir l'idée qui est derrière. Absolument. C'est surtout ça. Oui. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, comme vous le dites, parfois on tombe sur un grand reportage ou un documentaire et on se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion alors que ceux qui ont vécu ça, ils parlent à chaque fois de faits autres. Et oui, c'est assez intéressant que vous disiez que quand on écrit son histoire, quand on sort son témoignage, c'est aussi un outil anti-négationnisme. Tout à fait. Ouais. Alors, quel genre d'élève étiez-vous à l'école quand vous étiez encore au secondaire? On vous replonge dans l'enfance. Mon jeune âge, j'étais un enfant curieux, qui voulait savoir, qui voulait explorer, qui posait des questions presque interminables pour savoir. À un moment donné, quand je retourne en arrière, je vois que c'était un peu, je dirais, ennuyant, mais moi, je trouvais de l'intérêt là-dedans.
Oui. Et ça m'a beaucoup aidé à découvrir beaucoup de choses. C'est vrai. Ouais. Et ça aide à cultiver les enfants. Oui. Ouais. Moi aussi, je posais beaucoup de questions. Trop de questions. D'accord. Pardon, papa. Je t'ai dérangé. Et quel est votre plus beau souvenir d'enfance? Si vous en avez un que vous avez envie de nous partager. Bonne question. J'en ai plusieurs, mais je dirais, si je dois prendre un, ce serait mon souvenir de quand je chantais dans les chorales. Oh. Ça, c'était mon souvenir le plus précieux. Oui. Des chansons, des répétitions, oui. Des grandes fêtes religieuses. Oui. Et j'ai passé des bons moments avec mes copains et puis qui chantaient avec nous, des collègues de chorale. Oui. Ouais. Wow, très bien. Je pense qu'on a appris beaucoup sur Charles Boutella. C'est l'auteur que nous avons sur notre plateau aujourd'hui. Il nous parle de son nouveau livre, Témoins à nu, un livre qui est déjà disponible, donc que vous pouvez retrouver sur Amazon, mais aussi dans différentes librairies à Kigali bientôt. Et alors, on finit toujours avec notre question phare. C'est une question un peu bizarre, mais vous allez nous dire si vous êtes prêts à y répondre. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre depuis que la télévision a été inventée avec ça. Face au miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous physiquement et qu'est-ce que vous aimez le moins? Oh, wow. Okay. Ce que j'aime le plus pour le moment, c'est quand je vois mon visage, quand plus l'âge avance, plus je vois mon père. Ah, oui. Ça me rappelle mon père qui a été tué pendant le génocide. Oui. Mon image d'aujourd'hui. Wow. Ah, ça c'est beau. Je pense qu'il est mort, il avait presque le même âge que j'ai aujourd'hui. Que vous aujourd'hui. Ouais. Oh. Ouais. Ah, ça, c'est un beau cadeau. Ça fait plaisir parce que quand on est jeune, on cherche toujours quand est-ce qu'on va ressembler à notre papa, à notre, je sais pas, à ses parents. Ouais. Et le moment où on se rend compte que oui, on se ressemble, c'est un beau cadeau, c'est un bon moment. Oui. Et il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Vous dites... Pas sur moi, mais en général, je n'aime pas l'image des miroirs. Oh, pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, c'est le reflet de moi-même. J'aurais aimé voir moi-même en entier, en corps et en âme, plutôt que voir le reflet de moi-même. Ouais. Ah, ça c'est très bien dit. C'est philosophique, pour ceux qui ont compris, vous avez compris, mais c'est beau parce que j'ai regardé un documentaire récemment sur la dysmorphie, donc c'était en anglais, mais que parfois ce qu'on voit, ce qu'on croit voir, le reflet sur le miroir ou ce que vous voyez à la télé, sur les écrans, sur le téléphone, ça peut être différent de ce qu'on est à l'intérieur. Et que parfois, il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître. C'est ton visage, c'est ton corps, mais comme au fond de toi, ce n'est pas toi, donc comment ça se dire non? Et j'ai vu une dame, par exemple, qui a témoigné que elle, si tu la vois, elle est en manque de poids, elle a des problèmes de santé parce qu'elle a très peu de poids, mais dans sa tête, elle se trouve immense. Mais c'est parce que c'est dans sa tête. Donc, comme vous le dites, parfois le miroir, il peut être menteur et on ne voit que le superficiel, celui de dehors. Et ouais. Surtout que votre côté droit devient côté gauche dans le miroir. C'est vrai. Alors, c'est pas ma réelle, donc c'est ça que je n'aime pas. Absolument. Bon, merci beaucoup. On a passé un bon moment avec vous. Votre livre « Témoins à nu » et donc va être votre cadeau pour nous, pour que nous puissions encore plus connaître votre histoire et l'histoire du pays et l'histoire du peuple rwandais. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, restez sur cette chaîne et surtout rejoignez-nous sur les réseaux sociaux le reste de la semaine. Allez, ciao.